Bon, salut tout le monde. Là, il est minuit. C'est vraiment avec les moyens du bord. Mais j'espère que c'est pas grave, que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Je vais donc faire une vidéo sur la neurodivergence et notamment mon parcours. euh, donc, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la neurodivergence et notamment à me dire que j'étais sûrement neurodivergent. Quel parcours je fais aujourd'hui et notamment euh, ce dont je me suis rendu compte dans mon passé qui en fin de compte vraiment était lié à la neurodivergence, etc. Donc en gros, ça va vraiment être la neurodivergence, comment j'ai commencé à m'y intéresser et notamment à m'identifier en tant que personne neurodivergente. Je dis bien m'identifier sans l'affirmer, parce que je crois que je l'affirme vraiment depuis euh, un an, mais par exemple dans ma famille plutôt depuis quelques mois. Et quelles, voilà, et quelles démarches sont en cours, etc. Alors tout d'abord, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, il y a plein de choses où par exemple j'étais l'intello de service et en même temps j'étais un être déjà très bavard. Non seulement parce que je m'ennuyais et que je comprenais tout vite, mais aussi parce que enfin, c'était déjà un truc que je faisais, je dessinais aussi, je me rappelle de plusieurs punitions. Je me rends compte aussi que tout au long de ma scolarité, j'ai eu des troubles du comportement où je me suis battue, enfin plein de trucs comme ça. Je m'identifiais pas spécialement euh, aux autres enfants et en même temps j'arrivais plus ou moins à me faire des amis, mais c'était vraiment plus camarade, etc. Enfin, on a le même âge. Par la suite, au collège, je me suis fait harceler parce qu'on me disait que j'étais un être bizarre. Euh, et en fait, ça a commencé au plus ou moins. J'ai eu vraiment des états dépressifs euh, très très forts. J'ai aussi fait kind ce qu'on appelait l'anxiété. Euh, Quand j'étais chez moi, je pleurais tous les soirs. Et, euh, et en fait, avec comment dire, du, du recul, je pleurais notamment parce qu'il y avait beaucoup de bruit chez mes parents. Par exemple, le week-end, je, j'étais par exemple réveillée à 8 heures et je faisais mine, enfin, je faisais croire à tout le monde que j'étais endormie jusqu'au déjeuner pour qu'il y ait le plus de calme dans la maison. Euh, Parce que vraiment je pouvais pas que ça me laissait du répit, ou tout comme en fin de compte je faisais pas de l'insomnie mais je restais réveillée très tard pour pouvoir profiter du calme dans la maison. Puis au lycée j'étais à l'internat. Euh, L'internat je pleurais tous les week-ends pour diverses manières, il y avait déjà un peu de harcèlement, mais parce qu'en mode j'avais trop besoin de me défouler de ce qui s'était passé de toute la semaine, donc de vivre avec des gens, d'avoir beaucoup de bruit, d'interactions. Je faisais déjà des petits mots bizarres, moi, genre, je sais pas, des petits mots bizarres. Je me rappelle notamment avec Laura et Dorian, ce qui est très marrant parce que à l'heure actuelle, Dorian est aussi dans une démarche de Diag TSA. Laura, je sais pas, mais en vrai, c'est pas du tout déconnant. Euh, et je crois que j'ai commencé quand j'étais en première terminale à me dire qu'il y avait quand même quelque chose qui était très différent chez moi. Euh,
des choses où en fait on m'a toujours dit que j'étais trop. Notamment, je me rappelle en seconde, toutes les filles de ma chambre qui m'avaient dit, qui s'étaient rassemblées pour dire non mais Estelle c'est trop. Et en fait là je me suis dit, genre je me rendais même pas compte, c'était même pas un truc que je faisais dans ma personnalité ou quoi, c'était juste genre plus ou moins moi qui vivais. Et donc je me suis dit qu'il y avait quand même un truc un peu bizarre, etc. Globalement, je crois que j'ai commencé à faire un peu des recherches. Je me rappelle parce que c'est à l'époque où il y avait déjà un truc un peu bizarre avec Sarah. Et justement, Sarah était une personne étrange. Et les gens me disaient, mais comment ça se fait genre, qu'avec Sarah vous entendez bien, que vous arrivez à vous comprendre alors que un peu en mode étrange, personne asociale et ci et ça. Je parle de Sarah. Euh, et ça a été, je crois, quand j'ai déjà commencé à être sur Twitter. En fait, de base, c'était juste un truc par rapport à un film et à une sorte d'idéal que j'ai retrouvé plein de petits gens sur Twitter. Certains qui sont certaines certaines qui sont des amis proches à l'heure actuelle, d'autres que j'ai par la suite perdu de vue, et notamment que j'ai fini par rencontrer lors de en 2017, lors ma première année d'études supérieures. Et il s'avère que dans tous les gens que j'ai rencontrés, il y avait notamment deux personnes, non, trois personnes, euh, TSA, euh, diagnostiquées, de la neurodivergence, et en fait je m'entendais vraiment très très bien avec ces personnes là. Il y avait aussi d'autres personnes un peu diagnostiquées de choses comme de tag ou de dépression et autres. Je sais que ce n'est pas forcément dans les neurodivergences, mais je parle un peu aussi de tout ce qui est un peu genre santé mentale. Euh, et en fait, ces personnes-là se disaient, mais est-ce que Estelle ne serait pas TSA? Parce qu'en fait, il y a plein de comportements qui, en mode, on m'a dit, lorsqu'on m'a diagnostiqué, etc., euh, étaient liés au TSA ou symptômes du trouble du spectre autistique, etc. En mode Estelle les a. En mode Estelle les a. Euh, et je me rappelle aussi de la mère de Flora, qui, donc Flora qui a été diagnostiquée TSA, qui a dit mais Estelle serait pas quand en juge je suis venue chez elle en fait. Euh, et en fait, je me posais, je crois, déjà des questions du fait que ces personnes-là étaient diagnostiquées TSA et que même à travers des liens sur Internet, euh, il y avait vraiment de grandes, grandes similarités. Mais là, pour moi, je pense que c'est le fait d'avoir été un peu reconnue déjà parmi ces personnes. Et en même temps, je me dis, bah, ça se trouve, c'est juste parce que je suis bizarre, parce que j'ai vécu, je sais pas, enfin, du harcèlement, parce que, en fait, depuis l'âge de facile 11 ans, euh, j'ai été en dépression chronique. En fait, enfin, je ressentais beaucoup d'anxiété. Voilà. Et je crois que j'ai commencé à dire, par exemple, je me rappelle à Dorian, qui est une amie proche du lycée, que j'étais neurodivergent. Euh, je crois que c'était lors de ma deuxième ou troisième année, non, deuxième année d'études supérieures, où je lui en ai parlé. J'en avais, je crois, aussi parlé à Corentin, donc mon copain de l'époque. Et c'est un peu les deux seules personnes en dehors du cercle Twitter euh, à qui je l'avais dit. Et je me rappelle parce que, bah, en fait, il y avait des choses où j'estimais beaucoup, où il pouvait être très compliqué. Enfin, où en fait, du fait d'avoir été face à des personnes autistiques un peu en miroir, il y a certains comportements. Et en même temps, je me disais, bah non, Estelle, parce que justement, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, extravert. Enfin, non. En fait, je sais pas.
je vais dire extraverti, mais en fait, extraverti, c'est quand on gagne de l'énergie avec d'autres personnes. Parfois, ça peut m'arriver et parfois pas du tout. Ça dépend vraiment en fait, déjà de l'énergie que j'ai et d'à quel point je suis fatiguée. Bref, on va dire plutôt une personne exubérante euh, etc. Et donc je me dis, bah non, parce que moi c'était plutôt des personnes qui étaient très introverties, qui étaient très réservées socialement et autres. On faisait en soi toute de l'anxiété sociale, mais moi j'avais vraiment beaucoup plus d'amis, beaucoup plus de connaissances et enfin genre de personnes que je connaissais avec qui j'étais quand même plus ou moins à l'aise. Et donc j'avais juste dit ça à Corentin et Dorian. Mais j'avais dit un peu juste neurodivergence, j'avais pas mis du tout TSA. TDAH, je crois que ça, j'ai commencé pareil à en parler courant de ma première licence, mais je l'ai plutôt affirmé il y a 2 ou 3 ans, donc à la fin de ma première licence. Parce que pareil, je me rendais compte qu'en fait, il y a plein de choses où j'étais très vite déconcentrée, je perdais le fil, je divaguais énormément, je perdais énormément mes affaires. C'est une période où j'ai énormément perdu ma carte bancaire, mes clés, où j'oubliais tout le temps des trucs, partout, chez tout le monde. Euh, J'étais pas capable de prévoir des choses. Euh, Pas mal de choses comme ça. Euh, Ensuite, par exemple, je sais que quand j'étais à 3, j'étais déjà donc beaucoup plus à l'aise de dire que j'avais sûrement un TDAH, que j'étais neurodivergent. Je dis ça parce que au lycée, je me rappelle, enfin au lycée, lors de ma première licence, hormis des amis très proches, je me rappelle pas spécialement en avoir parlé parce que bah, j'avais déjà en fait, je commençais déjà à être diagnostiquée pour une dépression et un tag. Il faut savoir que euh, la dépression, j'ai commencé, je crois que c'est en terminale, que mon médecin généraliste avait commencé à me mettre sous antidépresseurs et anxiolytiques pour donc dépression et anxiété en terminale. Par la suite, euh, je les avais quasiment pas pris ces médicaments-là parce qu'en fait j'ai euh, témoigné de beaucoup de personnes dans ma vie avec des traitements qui ne leur allaient pas. Je parle de vraiment des traitements euh, au point de vue un peu plus ouais, de tout ce qui est psychiatrie et troubles neuropsychologiques. Donc j'aime pas le fait, je voulais pas que je sois altérée, que ma perception du monde soit altérée. Donc je les ai quasiment pas pris. Ce qui s'en est résulté vraiment à vraiment une grosse crise existentielle avec crise d'angoisse. Lors de ma première année d'études supérieures, j'avais même de l'anxiété sociale. Euh, il était très compliqué pour moi de sortir, de voir du monde, mais en fait, je me disais, bah, c'est l'anxiété et la dépression. Euh, Ensuite, quand j'étais à 3, j'ai été diagnostiquée, donc là, vraiment de dépression chronique et de troubles anxieux généralisés. Euh, donc, quand j'étais à 3, c'était il y a seulement un an. Hein. Parce que bah, durant mes études, juste bah, je savais que c'était de l'anxiété, etc. et de la dépression, mais qu'à une je pouvais rien y faire. Euh, Trouble anxieux donc généralisé. Ensuite, quand je suis revenue chez mes parents en mars, j'ai commencé à voir une infirmière à orientation psychologique au CMP. Et en fait, c'est là d'autant plus qu'on s'est dit, bah, je pense qu'il y a vraiment un truc comme TDAH parce que très compliqué pour moi aussi de tenir en place. Elle à ce moment-là se posait des questions sur la bipolarité, mais en fait c'est vraiment selon comment dire mon niveau d'énergie. Donc genre je regagnais un petit peu d'énergie, mais
voilà, c'était juste comme ça, en mode on prend tous les diagnostics, c'est possible. Euh, et notamment, la première fois qu'on m'a dit, mais en fait, sûrement que Estelle, ta dépression euh, et ton trouble anxieux, en fait, ce serait plutôt des symptômes du fait que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui t'adapte beaucoup, où tu as l'impression que personne ne te comprend. Enfin, plein de choses comme ça. Je pourrais vous relire vraiment les comptes rendus psycho que j'ai avant qu'on commence à parler de diagnostic neuropsy. Donc là, c'était plutôt diagnostic donc psychologique parce que avec la dépression et l'anxiété, je me disais ouh trop bien dans le genre où je prends des antidépresseurs, j'avais plus d'anxiété à ce moment-là parce que en fait déjà j'avais de moins en moins comment dire euh, d'anxiété, je ressentais plus d'anxiété à sortir, à parler aux gens, etc. Mais je pouvais avoir des trucs quand je me sentais submergée, je faisais une sorte de grosse crise en fait, qui se traduisait par des pleurs. Mes crises d'anxiété ont toujours été, enfin, quand je croyais faire des crises d'anxiété, c'était beaucoup de paresthésie, donc des fourmillements dans tout le corps, qui devient de la paralysie, au point où je ne pouvais plus, je me rappelle, hum, l'été entre la terminale et ma première année d'études, avec Dorian, Johan et Sarah, où j'ai fait une grosse crise, j'étais plus capable de bouger, j'entendais ce qu'on me disait, je pouvais plus répondre, j'étais allongée en train de regarder les étoiles, et en fait j'étais vraiment en train de faire une giga crise, j'étais en train de pleurer de manière silencieuse, j'étais vraiment dans un état de paralysie. Et en fait ça a été comme ça, je crois, ça a commencé je crois un peu en troisième seconde, euh, ce, cette expression-là dans les crises de plutôt paralysie plutôt que par exemple de pleurer et crier et des choses comme ça. Euh, et je crois que ça s'est affirmé en première quand là j'ai vraiment fait une giga crise de paralysie au point que je pensais en mourir. Enfin seconde première où ouais je pensais littéralement que j'allais mourir. Enfin c'était vraiment du n'importe quoi. Euh, et donc je me suis dit, bah, trop bien, dépression et l'anxiété. Ce qui est cool, c'est qu'avec de la thérapie, enfin, avec comme Becky d'abord les médicaments et ensuite avec de la thérapie, ce sont des choses qui se soignent. Ce sont des choses où ça va prendre du temps, mais voilà. On peut ne plus être anxieux, on peut ne plus être dépressif. Et, euh, et quelque part, comment dire, c'était vrai, j'avais plus tellement d'idées suicidaires suite même après les premiers mois de thérapie, parce qu'en fait j'ai déconstruit pas mal de choses, j'ai déconstruit la dévalorisation, même si c'est vrai qu'à l'heure parfois j'en ai encore, parce que bah, y a des choses qui sont compliquées à vivre et que de toute façon c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, donc j'essaie de déconstruire ça petit à petit, enfin bref. Euh, et en fait, je crois que c'est en mai-juin dernier que l'infirmière à orientation psy a dit bah quand même là je pense que voilà, je pense que c'est pas seulement dépression et anxiété. J'aimerais beaucoup que vous soyez suivi par une psychiatre euh, et parce qu'il y a quelque chose de plus profond, mais moi j'ai pas encore toute cette piste là. Nous on avait déjà parlé avec elle un peu de TDAH, de neuroatypie, dans le fait où j'ai vraiment une, une manière de fonctionner, de ressentir, etc., différente des autres, avec... enfin, voilà. Et donc en juillet, j'ai été pris en charge par donc, la psychiatre du CMP qui travaillait avec cette infirmière. Et la psychiatre, dès la première truc, m'a parlé d'HPI.
il m'a dit de lire un livre bah, de Jeanne Faquin, apprendre avec des pincettes parce que cette meuf est sectaire, un peu un truc euh, très les aides, ce sont un peu genre l'élite, etc. Donc les aides, ce sont toutes les personnes à haut potentiel intellectuel. Et en fait, moi, comme ça fait des années que quand même voilà, des années, mais que je me le disais pas, mais que je me suis beaucoup renseignée sur le TDAH, sur le TSA, euh, tout ce qui vraiment enfin, relève de troubles neuropsychologiques. Euh, En fait, je l'ai lu et j'ai marqué ce dans quoi je me reconnaissais, mais j'ai aussi marqué, euh, selon on va dire les symptômes qu'elle décrit, j'étais là comme ah c'est marrant, ça pour moi c'est trouble de la trouble de l'attention et ou de l'hyperactivité. Ah c'est marrant, pour moi là ça se réfère plus à un trouble du spectre autistique. Donc je suis finis de lire le livre, je revois ma psychiatre et je lui dis alors on a déjà parlé du TDAH, etc. Mais moi je trouve que justement HPI, j'ai l'impression que c'est surtout des symptômes du TDAH et du trouble du spectre autistique mis ensemble. Euh, Ce que les gens vont appeler, et j'aime pas spécialement ça, de l'autisme high functioning, donc à haut fonctionnement, même si en vrai ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres en fait ils fonctionnent peu. Enfin, c'est bizarre. Parce que, bon après oui, il y a, je veux dire, tout ce qui est TSA avec par exemple déficience mentale ou vraiment avec d'autres handicaps, notamment handicap physique, etc. Euh, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Euh, et donc on parle de ça, et puis on continue un peu à parler de comment je me sens par rapport à tout ça. Et ma psychiatre, je crois, au bout de deux trois séances, me dit mais oui, en fait, genre, votre dépression et ce qu'on pensait, enfin, votre état anxieux, sont en fait juste des symptômes de vos troubles neuro. Enfin, de ce que je pense être, enfin, de ce qu'elle pense être des troubles neuro. Et moi, j'ai comme, ça fait giga sens. Parce qu'en fait, par exemple, la dépression, c'est parce que, euh, par exemple, genre parce que j'ai eu des idées noires, mais j'ai eu des idées noires parce qu'en fait, je souffrais beaucoup. Euh, je restais énormément dans mon lit parce que tous les stimuli étaient tels. En fait, l'anxiété, notamment par exemple sociale, c'est parce qu'en fait, il y avait trop de bruit, que toutes les interactions étaient fatigantes. Euh, Par exemple, il y a Corentin qui m'a rappelé qu'en 2018 ou 2019, j'ai eu genre des interactions et Corentin il s'est dit donc avec du recul et des connaissances sur le trouble du spectre autistique, mais en fait c'était vraiment, enfin c'était déjà ça. Par exemple, avec notamment les personnes inconnues, je pouvais vraiment, enfin je comprenais pas ce qu'ils me disaient, j'étais à 1000 années-lumière et j'ai blessé pas mal d'inconnus, par exemple avec Corentin quand on était dans le train euh, et qu'il nous parlait, etc. Parce que juste, genre, les interactions sociales, quoi. Et qu'après, en plus de ça, je me sentais mal. Parce que tout ce que je ressentais, c'est qu'il y avait eu un truc de mal. Et je disais à Corentin, je comprends pas. Non, non, non. Et vraiment, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Euh, j'ai déjà, quand j'étais au collège-lycée, euh, je dis, enfin, par exemple, la misophonie, donc les bruits de bouche ou les bruits répétitifs, etc., ça me mettait déjà dans des états pas croyables. La lumière aussi. Par exemple, je me rappelle de. Enfin, les néons en classe, pour moi, c'était éreintant. Quand on a commencé à être. Quand je suis arrivée au lycée et qu'on commençait à être beaucoup tout le temps, j'étais vraiment fatiguée. Je pleurais quelques fois à l'internat, mais vraiment les week-ends, je pleurais, je ne voulais pas y retourner
tellement j'étais crevée. Euh, enfin, voilà. Euh, et en fait, là, on a vraiment parlé donc de diagnostic TSA officiellement avec ma psychiatre au mois de février. Euh, Sachant que je parlais déjà donc avec d'autres personnes depuis octobre qui étaient en mode Estelle, oui, TSA, TDAH. D'autres personnes diagnostiquées ou non, mais notamment par exemple des personnes diagnostiquées ou en voie 2. Donc à l'heure actuelle, je suis allée à l'ELSA, c'est l'établissement de liaison de soins en addictologie, qui eux en fait ont de la place et sont quand même grave calés sur tout ce qui est TDAH. Et j'ai aussi fait une demande au CRA, donc Centre de ressources de l'autisme, à Tours. J'attends en ce moment les documents qu'ils doivent m'envoyer, que je dois remplir, leur envoyer. Ce sont des choses qui vont prendre beaucoup de temps. Euh, et en même temps, il y a une partie en moi qui a dit, bah en fait, si tu t'y serais mis plus tôt, tu vois, euh, bah, ça serait déjà le cas, mais avant, sûrement, je veux dire, je savais pas, je me sentais pas du tout légitime. Euh, Tout ça. Pour mes parents aussi, quand je leur ai dit que ma psychiatre, enfin, moi ça faisait déjà plusieurs années, mais je me sentais pas légitime, que ma psychiatre pensait vraiment à un TSA. Pour mes parents, ça a été. Ma maman, en fait, s'en était rendu compte, je crois, 1 ou 2 semaines avant. Elle était en mode. Enfin, commençait déjà à accepter ça avant même que j'en parle avec ma psychiatre, parce qu'elle m'avait redirigée vers une femme qui avait été diagnostiquée TSA, TDAH à l'âge de 50 ans. Et par contre, pour mon papa, ça a été compliqué parce que il a une vision très stéréotypée de l'autisme. Donc de l'autisme qui parle pas, qui est très maladroit dans, dans les interactions sociales, qui a peu d'amis, qui peine à se faire une place. Ce qui est d'ailleurs très marrant parce qu'en fait, la plupart de mes amis sont des personnes neurodivergentes, soit un trouble du spectre autistique, soit un TDAH, enfin, etc. Ou je dis ça parce qu'en fait, ils sont quasiment tous en voie de diagnostic à l'heure actuelle. Quand j'ai en voie de diagnostic, c'est genre suivi enfin, par un psychiatre. Quand bien même, je trouve que l'autodiag est très important parce que en fait, si je pense quand même, si j'avais fait confiance un peu plus tôt à l'autodiag, peut-être je me serais senti légitime un peu plus tôt, ou du moins je me serais mieux construit, je me serais pas. Enfin, vraiment, genre syndrome de l'imposteur fois 1000, mais sur des troubles en plus, enfin, bref. Peut-être que ça m'aurait permis aussi de soigner plus rapidement ma dépression. Il faut savoir que j'avais vu un psychologue, que ça s'était mal passé, et que par la suite, je m'étais dit, je réussirai à guérir de ma dépression et de mon anxiété, genre tout seul. Il s'avère que non, en fait, parce que comme c'était des symptômes de troubles neuro compliqués, et puis même, enfin, genre, bah non, Estelle, désolé mon pote. Mais il faut savoir ouais, que je me suis vraiment tournée vers le développement personnel, la compréhension de moi-même, l'introspection, juste parce que je voulais me soigner moi-même en fait. Quand je dis me soigner, c'est pas me soigner par des médicaments, c'est en mode je ferai sans médicaments. J'ai vu un psychologue, ça s'est genre mal passé et de toute façon, j'ai l'impression que personne me cerne. Enfin, personne me cerne, c'est-à-dire que même dans les professionnels de santé, à ce moment-là, j'ai l'impression que les gens ne comprenaient pas. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je garde ma psychiatre qui est à 2 heures euh, de mon lieu d'études. Et si j'avais pu, j'aurais aussi gardé l'infirmière à orientation psychologique parce qu'elle m'a beaucoup aidée d'un point de vue thérapeutique. Mais je peux pas en fait. Enfin,
je peux juste pas. C'est encore vraiment plus compliqué d'y aller. C'est à 2h30 et pas dans la même direction que ma psychiatre. Enfin, bref. Euh, j'ai ensuite, en octobre et janvier, j'ai vu deux psychologues du CMP de Chambray-les-Tours avec qui ça s'est pas très bien passé. Déjà parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître mes troubles, parce qu'aussi, euh, enfin, il n'y avait pas le feeling, ils n'avaient pas lu le compte rendu, alors que de base c'était euh, dans le suivi de l'infirmière en orientation psychologique et de ma psychiatre, et ils n'ont rien lu. Et j'ai décidé donc de ne pas les voir parce qu'en fait ça m'aidait pas du tout. Voilà. Et en fait, il y a plein de choses où je vous dis. Donc j'ai un peu commencé par là, où je me rends compte que beaucoup de choses que je vis depuis que je suis tout petit. Par exemple, mes parents ont toujours eu le réflexe, euh, notamment à cause de ma petite sœur et moi, de couper toutes les étiquettes. Après, c'était compliqué parce que quand on a commencé un peu à avoir euh, par exemple, je sais pas, c'était plus simple d'avoir les étiquettes pour pouvoir rendre les vêtements aux uns et aux autres. Mais de base, vraiment, mes parents coupaient toutes les étiquettes parce que ça pouvait me faire pleurer. Euh, Ma grande sœur m'a toujours dit que je faisais la personne bizarre. En fait, dans ma tête, je cherchais vraiment pas, j'étais juste genre moi-même. Par exemple, même mes parents là se rendent compte notamment de mes troubles parce que euh, j'ai jusqu'il y a encore quelques semaines, je masquais énormément devant mes parents, mais par exemple, je masquais plus devant ma petite sœur, mais je masquais beaucoup devant mes parents. Donc, par exemple, mes parents, quand ils ont eu affaire d'un coup au petit Estelle, vraiment juste soit enfin vraiment qui ne masque pas, etc. euh, Ils ont d'un coup été décontenancés en mode mais c'est qui en fait? Alors que moi, ça fait des années. J'ai commencé d'ailleurs à ne pas masquer grâce à Pris et Corentin, parce que ce sont des personnes qui m'ont beaucoup accepté comme j'étais, euh, aussi bien quand j'explosais que quand en fait j'étais genre juste je me renfermais sur moi-même, etc. Je pouvais être pour moi tout à fait moi-même. C'est quand même ça un peu. Je dirais pas qu'est né le petit Estelle, je dirais que plus ou moins elle a toujours été là, parce que étant donné aussi que j'ai vécu pas mal de harcèlement scolaire, j'ai aussi eu un besoin lorsque j'ai arrêté de masquer de d'exprimer mon enfant intérieur, ce qui peut parfois je pense être très malaisant pour les gens que j'exprime à un enfant. Mais je pense parce qu'il a été énormément blessé, qu'il pouvait pas du tout s'exprimer. Euh, Peut-être le fait, je sais pas, d'être Kenda adulte très vite et de devoir gérer des choses et des traumas ici et ça. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup. Enfin, il me reste encore des choses que je découvre. Que je veux dire que je découvre. Mais j'ai quand même aussi beaucoup travaillé sur la plupart de mes traumas en un an de thérapie. Et sur ça, j'en suis très content parce qu'en fait, ça me permet aussi, genre, par exemple, quand mon petit frère mettait de la musique, en fait, je faisais littéralement des crises sensorielles. Genre, j'appelais ça des crises d'anxiété parce qu'en fait, quand j'expliquais un peu comment ça se passait, euh, ben, auprès, par exemple, de médecins, etc., ben, en fait, c'est tout ce que les gens connaissaient. Mais en fait, c'était des crises sensorielles dans le genre où je pleurais parce qu'il y avait trop de bruit, où je ressentais trop de sensations, ou, ou autre. Par exemple, il faut savoir que j'aime pas l'été parce que je sue, et la sueur est pour moi quelque chose de très compliqué à ressentir sensoriellement. Ouais. Euh, je sais aussi que, enfin, il y a vraiment eu plein de choses comme ça où je me rends compte que j'étais vraiment un petit Estelle qui n'avait pas spécialement genre les codes, où ça a toujours été un peu compliqué. Je me rends compte que par exemple, pareil, parce qu'on était une classe petite,
qu'en vrai, c'est pas qu'on était forcément tous amis, mais juste qu'on se connaissait tous, etc. Donc on pouvait kinda traîner tous ensemble. Mais moi, il y a déjà plein de trucs que je comprenais pas. Je comprenais pas le small talk. Euh, Notamment, genre les filles de, par exemple, déjà au collège. Ah, t'as fait quoi ce week-end? Ah, je suis allée acheter ci, lalali, lalala. Je comprenais pas. Par exemple, je ne porte pas de maquillage, alors que parfois, c'est un truc qui m'a beaucoup. Quand je dis qui m'a beaucoup attiré, c'est dans le genre où, par exemple, parfois j'ai fait des tests de me maquiller et je trouvais ça sympa. Mais je ne porte pas de maquillage parce que je supporte pas ça sensoriellement sur ma tête. Genre parfois j'aimerais trop porter du mascara parce que j'aime trop l'effet que ça fait, mais je supporte pas ça sur mes cils, d'avoir du poids. Euh, voilà. Euh, Par exemple, pendant longtemps, mes parents, et j'ai très peu répondu, je crois, au truc des poils au niveau de la société, mais je les enlevais parce que ressentir mes poils, c'était très compliqué sensoriellement pour moi. Euh, Pareil, j'ai jamais trop aimé les chaussures parce que je trouve que c'est compliqué sensoriellement d'enfermer mes pieds. J'ai toujours eu du mal avec mes cheveux, encore à l'heure actuelle, parce que, pareil, d'un point de vue sensoriel, euh, il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Et là, je parle notamment du TSA parce que, je veux dire, le TDAH, c'est souvent beaucoup plus flagrant chez moi. Le fait que même en étant un très bon élève, euh, je, je manquais beaucoup d'attention. Je regardais énormément dehors. J'ai fait beaucoup d'erreurs d'inattention qui ont pu me faire perdre des points alors que j'étais un bon élève et que quand on me le redonnait, je faisais mais oui, j'ai fait une erreur là. Mais parce que pour moi, sur le coup, il était incapable de m'en rendre compte en me relisant. C'était vraiment en me relisant, genre des jours plus tard, quand, par exemple pour rendre la copie. Euh, que pour être aussi stimulée, j'ai aidé mes camarades de classe quand j'avais terminé mes exercices. Au début, les profs prenaient ça pour du bavardage, puis ont compris que ça pouvait les aider, notamment en primaire. Euh, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. J'ai toujours beaucoup, en fait, je me rends compte de faire des choses qui s'appellent stimer, c'est se stimuler avec par exemple les doigts, etc. En mâchouillant des crayons, en, euh, euh, en faisant du skin picking avec mes cuticules, avec mes lèvres, en tournicotant mes cheveux. Quand j'étais en seconde, j'arrêtais pas de bouger mes cheveux, non seulement d'un point de vue sensoriel, mais aussi parce que pour moi, toucher mes cheveux, c'était très stimulant. Et enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Quand je faisais du sport aussi, je chantonnais. Mais quand je faisais du sport, je parle de quand je faisais mes cours de PS, hein. Euh, Ouais. Je sais pas tellement ce que j'ai à dire de plus. Ça se trouve, j'espère que j'ai été. Je dirais pas concis parce que ça fait bientôt 40 minutes, mais qu'on comprend mieux un peu toutes les choses. Oui. Bon, je vais aller prendre un goûter. Je vais peut-être essayer d'uploader ça. Puis je sais pas trop comment ça va rendre. Je crois que globalement je parle bien, je suis posée. Ouais. Bisous tout le monde. Genre ça c'est la rire de Party Insta. Oui. Bisous. C'était chouette. Ça m'a fait du bien, mais j'ai encore un petit poids ici. Et pas ceux qui se mangent. Blablabla. Pardon. Ouais, boire de l'eau et manger du pain. Bisous. Oh, boire une tisane. Bisous tout le monde. Faites de même si vous aimez les tisanes et si vous aimez le pain.
C'est très très chouette. Il y a encore plein de choses que je pourrais dire qui font que je suis un petit être neurodivergent. Mais j'espère que vous avez compris mon parcours. Là, je me force à vous regarder. Ouais. Ah aussi, un truc que je pensais pas faire avant. Je croyais que je regardais les gens dans les yeux. En fait, quand je parle, je regarde quasiment jamais les gens. Ou alors je regarde genre la silhouette en général, mais je regarde pas les gens dans les yeux. C'est tout.